Bon, nous allons reprendre donc cette journée avec une deuxième table ronde consacrée au patrimoine culturel. Donc c'est une thématique extrêmement vaste, hein, vous vous en doutez. Mais vous verrez donc que les trois sujets de nos intervenants vont porter plus précisément sur l'insertion du patrimoine culturel dans les espaces urbains. Ce qui met en scène toute une variété d'acteurs, hein, évidemment, des acteurs publics, au premier chef les États, les collectivités territoriales, des acteurs privés aussi, issus du monde économique ou culturel, et puis, je dirais, les sociétés, tout simplement, c'est-à-dire les personnes qui vivent au quotidien avec ce patrimoine et qui se l'approprient ou pas, d'ailleurs. C'est une question sur laquelle on pourra revenir. Il y a beaucoup de questions qui pourront être soulevées à l'issue donc, des trois interventions qui concernent la prise en compte du patrimoine culturel dans les projets d'urbanisme, bien évidemment, qui peuvent concerner aussi l'intérêt de valoriser, et c'est un terme peut-être sur lequel on pourra revenir, de valoriser ce patrimoine par les acteurs publics, sur la façon de le faire, sur la traduction dans le droit aussi hein, de cette notion de valorisation culturelle, et puis sur l'implication des gens, tout simplement, hein, des voisins, en quelque sorte, dans ce processus. Je pense qu'on pourra aussi s'interroger éventuellement sur la notion d'échelle pour savoir à quelle échelle, finalement, le processus est le plus efficient et le plus utile aussi pour impliquer ces populations. Alors nous avons donc trois intervenants qui sont ici et qui vont parler successivement de leurs projets de recherche en cours ou achevés. Tout d'abord donc Mylène Leroux, qui est professeure en droit public à Nantes Université, qui est membre du laboratoire DCS et qui a notamment publié en 2020 aux éditions de l'Harmattan un ouvrage sur la reconversion du patrimoine public monumental, l'exemple du Grand Hôtel-Dieu de Lyon, sur lequel vous allez certainement revenir. Ensuite, nous avons, alors je prends l'ordre des participants tels qu'ils figurent sur le programme. Ensuite, donc Thomas Renard, qui interviendra ensuite en deuxième lieu, qui est maître de conférence en histoire de l'art contemporain à Nantes Université et membre du laboratoire le CREA Lara, et qui est organisateur donc d'un projet de recherche sur urbanisme et patrimoine, qui a donné lieu à de nombreux séminaires. Il y a notamment donc un carnet hypothèse aussi hein, qui fait état de toutes ces recherches, avec notamment une journée qui a eu lieu l'an dernier sur patrimoine et urbanisme et les enjeux d'une approche à l'échelle territoriale. Et puis enfin, Élodie Salin, qui est maître de conférence en géographie au Mans et membre du laboratoire ESO, et qui a co-dirigé donc, le projet Murus, Muraille romaine à l'UNESCO et Société, voilà, qui a bénéficié, on peut le dire aussi, du soutien donc, de la MSH en 2023-2024, et donc qui nous parlera eh bien, de la cartographie des expériences et des perceptions des imaginaires des enceintes romaines au Mans et à Rome. Voilà donc pour cette présentation succincte. Donc je laisse la parole pour commencer donc, à Mylène Leroux. Bonjour à tous. Oui, je consacre donc une partie de mes recherches au patrimoine culturel et donc notamment au patrimoine monumental. Et en particulier, j'ai consacré une recherche collective à cette question de la reconversion du patrimoine public monumental, puisque je suis publiciste, donc spécialiste de droit public. J'ai organisé à l'Université Lyon 2 en 2019 un colloque consacré à ce thème. Alors l'idée de ce colloque m'est venue parce que donc à l'époque j'étais en poste à Lyon 2 et je passais tous les jours, même 2 fois par jour, devant le Grand Hôtel-Dieu qui était à l'époque en travaux. Et évidemment, ce sont des questions de juristes qui me sont venues. Et j'ai appris que cette reconversion du Grand Hôtel-Dieu qui était en cours avait donné lieu à une controverse importante lorsque Gérard Collomb, qui était à l'époque maire de Lyon et président des Hospices civils de Lyon, propriétaire du Grand Hôtel-Dieu, a présenté le projet de reconversion qui consistait en
transformer ce grand hôtel-Dieu en hôtel de luxe, galerie commerciale, restaurant. Et aussitôt, il y a des collectifs qui se sont mis en place s'opposant à ce projet, comme trahissant la mémoire de la ville, voire des Lyonnais eux-mêmes, parce qu'il y a un certain nombre de Lyonnais qui étaient nés dans ce grand hôtel-Dieu, où il y avait une maternité. Alors cette contestation, on m'en a rappelé une autre, c'était celle qui avait précédé à la reconversion de l'hôtel de la Marine, alors à Paris. Donc c'est l'autre photo que vous avez ici. Donc on voit que c'est à Paris puisqu'il y a la Tour Eiffel, ça se voit bien, oui. Cet hôtel de la Marine, il a été l'état-major de la Marine française de 1789 à 2015. Et après sa désaffectation, l'État a entrepris de céder purement et simplement au secteur privé, donc cet immense bâtiment. Et là, il y a un tollé provoqué par ce projet de cession. Et si bien que l'État a fait marche arrière et puis a décidé de le garder. Et depuis, ce bâtiment est géré par le Centre des monuments nationaux. Alors, l'idée de la recherche collective est née donc de ces différentes controverses, avec pour problématique la question des garanties juridiques qui entourent les opérations de reconversion du patrimoine public monumental. Alors, comme c'est une recherche collective, bon, moi, outre l'aspect scientifique de l'ensemble du colloque, je me suis assignée pour tâche de dresser le paysage juridique général du phénomène de reconversion du patrimoine public monumental à l'époque contemporaine en guise d'introduction au colloque. Alors, les recherches que j'ai menées dans ce cadre-là ont montré, il me semble, un paradoxe qui est le suivant. Alors que le contexte juridique favorise, on va le voir, la reconversion du patrimoine public monumental, eh bien, l'encadrement juridique de l'usage du patrimoine public monumental qui en résulte, cet encadrement juridique est inabouti, si bien que les risques que j'évoquais, j'ai oublié d'en parler, oui, les risques sont importants que les enjeux culturels et historiques soient sacrifiés sur l'autel de la valorisation économique des monuments historiques. Et c'était le cas s'agissant du Grand Hôtel-Dieu et puis s'agissant de l'hôtel de la Marine. Donc cet encadrement juridique inabouti fait que les risques sont assez peu limités. Alors ce contexte juridique favorable à la reconversion, il est d'abord lié à des principes ou des régimes juridiques classiques. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait du droit, mais j'ai mis un certain nombre d'éléments qui favorisent la reconversion. Le principe de mutabilité des services publics, il oblige l'administration à adapter les services publics aux besoins nouveaux et aussi aux technologies et aux évolutions scientifiques. Ce qui fait notamment qu'il y a un certain nombre de services publics qui sont obligés de quitter leur bâtiment d'origine, qui deviennent inadaptés, tel que c'est le cas donc de certains hôpitaux, d'où le déménagement du Grand Hôtel-Dieu, dont une partie la plus importante est allée à la Croix-Rousse, qui est un petit peu excentrée par rapport au centre-ville de Lyon. Et c'est le cas aussi alors, de palais de justice et puis de prison. J'ai mis ici une vue ancienne de l'ancien palais de justice de Nantes et puis de la maison d'arrêt qui y est attenante. Donc voilà pour la mutabilité des services publics, la réaffectation prioritaire des biens publics à l'utilité publique, ça c'est une règle aussi de droit. Et puis lorsque cette réaffectation à l'utilité publique n'est pas possible, ça veut dire que le bien peut être désaffecté, et il peut alors être cédé juridiquement ou bien même démoli. Et en fait, les risques de cession et de démolition sont moindres dès lors que l'immeuble est protégé au titre des monuments, notamment au titre des monuments historiques. Alors, il y a une protection qui est apparue assez récemment, ce sont les domaines nationaux. Et c'est une protection, je n'aurai pas le temps de développer, mais une protection intéressante puisque ils ne peuvent être démolis ni cédés. Donc voilà pour les principes classiques qui
Voilà, alors s'agissant des orientations contemporaines du droit, elles aussi favorisent cette reconversion. Alors, la première de ces orientations, c'est la valorisation de la propriété publique, qui est une orientation qu'a pris le droit de la propriété publique lors de l'adoption du Code général de la propriété des personnes publiques en 2006. Et la valorisation dont il est question, c'est une valorisation économique. Alors évidemment, les monuments historiques, du fait de leur rareté, de l'intérêt culturel, historique qu'ils présentent, ils drainent un nombre de personnes important, et donc c'est une source importante de richesse économique. Autre orientation, la transition écologique, qui a donné naissance, qu'on appelait avant le développement durable, qui a donné naissance en droit international et européen à la ville durable. J'ai mis ici l'affiche de la dernière charte qui a été adoptée à Leipzig en 2020 sur la ville durable. Alors, la ville durable, elle est favorable à cette reconversion pour plusieurs raisons. D'abord parce que elle vise à lutter contre l'étalement urbain. Elle aussi encourage la réutilisation des biens. Et puis aussi, elle inclut un volet immatériel, c'est-à-dire qu'elle doit permettre que la mémoire de la ville soit préservée, ce que favorise la reconversion. Et puis enfin, dernier élément, la réforme de l'État. Une de ces formes qu'a pris la réforme de l'État, la RGPP, je ne sais pas si ça vous parle, la révision générale des politiques publiques, a conduit à une rationalisation importante de l'organisation administrative, avec une fusion, voire une suppression de certains services administratifs de l'État. Et donc, ils ont libéré des locaux. Et tout cela articulé avec une politique immobilière de l'État qui a été renouvelée dans le cadre de la LOLF en 2005 et qui vise aussi à rationaliser cette politique immobilière. Donc, tous ces éléments favorisent donc qui sont liés au droit, favorisent la reconversion. Alors, s'agissant de l'encadrement juridique qui me semble inabouti, je vais d'abord évoquer les multiples usages que l'on peut constater dans le cadre de ces reconversions. Il y a trois usages possibles qui émanent d'une reconversion d'un monument historique. Soit le maintien de l'affectation à l'utilité publique. Alors c'est par exemple le cas de la gare d'Orsay, vous avez peut-être reconnu, qui a été reconvertie donc de gare à l'origine, comme son indique, en musée en 1986, enfin elle a ouvert au public en 1986. L'hôtel de la Marine que je citais en introduction, donc après l'abandon par l'État du projet de vente, finalement a été confié donc au Centre des Monuments Nationaux. Il y a des salles qui ont été restaurées, 18e, 17e, qui sont visitables. Et puis il accueille aussi la cité de la gastronomie, un musée et des bureaux. Donc c'est une affectation à l'utilité publique. L'usage peut être privatisé. C'est le cas lorsque des bâtiments sont aménagés en logement loués à des particuliers. Ou aussi, il peut être, lorsque la personne publique reste propriétaire, là aussi, elle peut accorder des autorisations d'occupation privative. Et c'est le cas du Palais de justice de Nantes, puisque l'État l'a cédé au département de Loire-Atlantique, qui l'a reconverti en 2012 en hôtel de luxe grâce à un bail de 80 ans, donc, qui a été conclu avec un groupe privé. Et puis enfin, l'usage mixte, c'est celui qui mêle une affectation à l'utilité publique et une partie privatisée. C'est le cas du Grand Hôtel Dieu, que j'évoquais au départ, puisque, outre l'utilisation privative que j'ai évoquée, il avait aussi été prévu, et c'est ce qui a été fait, de maintenir la chapelle, conserver une activité cultuelle, et puis aussi les cours, les jardins ont été restaurés, aménagés pour être ouverts au public. Donc toutes les configurations sont possibles et cela révèle en réalité l'usage discrétionnaire dont disposent les personnes publiques pour décider de l'usage
qui sera donné au patrimoine lorsqu'il est reconverti. Alors, les personnes publiques, lorsqu'elles soit cèdent à des tiers leur patrimoine ou bien lorsqu'elles les accueillent pour une occupation privative, elles peuvent encadrer l'usage que font les tiers par différentes techniques juridiques de ce patrimoine. Mais s'agissant des personnes publiques elles-mêmes, dans le choix qu'elles font de l'usage, donc à l'utilité publique, privatisée ou mixte, il n'y a pas de règles contraignantes. Alors on en trouve dans des conventions internationales, notamment la convention de l'UNESCO dont il a été question ce matin, de 1972. Mais en fait, les termes employés ne sont pas assez contraignants pour considérer que, en tout cas sur cette question de l'usage des biens culturels, ne sont pas suffisamment contraignants pour considérer que l'État français qui a ratifié cette convention, que ça soit une obligation pour l'État français d'affecter le patrimoine culturel à un usage collectif. Donc en droit français, à l'heure qu'il est, il n'y a pas de règles qui portent sur l'usage du patrimoine culturel. Le droit du patrimoine culturel, il est orienté vers la conservation. Et donc, ce qui est contrôlé, ce sont les travaux réalisés sur les biens, mais la question de l'usage est totalement absente du droit. Alors, en conclusion, face à l'ampleur du phénomène que prend ou qu'a pris déjà la reconversion du patrimoine culturel, à mon avis, il serait temps que le droit intègre cette question de l'usage du patrimoine culturel. Il y a différents dispositifs qui peuvent être imaginés. Moi, j'en trouve un intéressant, et c'est plutôt celui que je soutiens, c'est celui qui associerait le public à la réflexion sur la destination future de ce patrimoine commun, un peu sur le modèle de ce qui existe dans la Charte de l'environnement, à l'article 7, qui dispose « Toute personne a le droit de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent en droit du patrimoine culturel. Pour autant, il y a des personnes publiques qui associent malgré tout, qui prennent l'initiative d'associer le public. Et je voulais citer, donc, pour terminer, les lieux inventés de la ville de Nantes, dont c'est la 3e édition en ce moment. Alors, ces lieux à réinventer promeuvent une double participation du public. Il y a des appels à projets qui sont lancés sur des propriétés de la ville de Nantes, il y en a 10 cette année, qui sont inoccupées ou peu utilisées, auxquels les citoyens sont appelés à répondre, donc à proposer des formes d'occupation pérennes, d'activités dans ces différents lieux. Et ensuite, les projets lauréats, puisque différents projets sont mis en concurrence, les projets lauréats sont ensuite désignés par vote des Nantais. Bon, là, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire juridiquement, mais qui me semble être un modèle peut-être à suivre pour l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on enchaîne. Je propose et ensuite on entamera la discussion. Donc, Thomas Renard. Oui. Alors bonjour à toutes et tous. Merci. Je suis là pour vous présenter un groupe de recherche intitulé Patrimoine et urbanisme. Débat, transfert et expérience en France et en Europe dans le premier, en fait, on dirait plutôt du début du 19e siècle. Maintenant, on a élargi un petit peu notre ère chronologique. C'est un groupe que je coordonne avec deux collègues, avec Laurence Bassière de l'École d'architecture de Paris-la-Villette et avec Angelo Bertoni de l'École de Strasbourg, mais aussi avec des gens qui ont été ici à l'École d'architecture ici à Nantes. Et vous voyez, vous avez tout le nom des gens qui participent. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Notre point de départ, c'est croiser deux notions. D'un côté, ce qu'on appelle le patrimoine urbain, et de l'autre, l'urbanisme patrimonial. Par patrimoine urbain, on entend un patrimoine qui a été étendu au-delà de l'échelle du monument historique, c'est-à-dire de l'exceptionnel, du chef-d'œuvre, à des ensembles mineurs, souvent sans nom, à l'idée de paysages urbains,
Donc vous voyez, à cette architecture qu'on qualifie parfois de mineure. Et l'urbanisme patrimonial, ça serait une certaine pratique de l'urbanisme, du projet de ville, qui considère l'existant, le passé, comme un outil, comme un point de départ pour projeter le futur. Alors on entend souvent beaucoup d'expressions actuellement comme l'histoire, matière à projet, faire avec l'existant, etc. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, cette idée que le projet urbain ne doit pas partir d'une page blanche, mais que c'est vraiment l'histoire d'un site, d'un lieu, dans toutes ses dimensions, qui doit être l'appui, la base, les racines, à partir desquelles on construit l'avenir. Vous pouvez peut-être passer... Voilà, ça c'est une idée un petit peu. Il se trouve un peu par hasard, mais pas tout à fait, qu'on a beaucoup parlé de Strasbourg dans notre groupe. Voilà, ce genre de choses. Ce ne sont pas des éléments monumentaux, ce ne sont pas des éléments qui sont protégés au titre des monuments historiques, et pourtant on peut considérer qu'à l'échelle large, ils forment un type de patrimoine. Alors on peut partir de l'état actuel, avec la diapo suivante, puisque ce patrimoine urbain, il est reconnu aujourd'hui, notamment dans ce qu'on appelle les sites patrimoniaux remarquables. Et là, je vous ai mis 2 images des secteurs sauvegardés, notamment à droite, vous avez celle de Nantes. Donc nous, on est juste à côté, en marge, en haut à gauche. Mais ce qui fait que si vous habitez dans le centre et que tout d'un coup, vous voulez changer les huisseries à vos fenêtres, vous risquez d'avoir un architecte de patrimoine qui va venir vous ennuyer en vous disant « Non, 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 on ne va pas mettre du PVC ici ». Alors que peut-être votre bâtiment ne vous paraît pas extraordinaire. Et pourtant, regardez dans l'ensemble, justement, on a cette idée qu'il faut non plus considérer les cas uniques, mais les cas d'ensemble. Alors c'est protégé par le ministère. C'est labellisé, vous le connaissez bien, il y a aussi des choses qui ont plutôt le vent en poupe, le label Ville et Pays d'Art d'Histoire ou la marque Petite Cité de Caractère. Voilà, 2 exemples parmi d'autres pour montrer aussi des jeux d'échelle, on parlait tout à l'heure de cela, à la fois dans des grandes villes, mais aussi parfois dans des centres plus petits. Donc ça, c'est le point actuel, mais on s'est dit, depuis quand on a vraiment cette considération? Donc, secteur sauvegardé, c'est les lois Malraux, c'est le début des années 60. On pourrait remonter avant, on a les abords, qui, dans les 43, étendent ce qui entoure le monument. Mais en fait, on voudrait vraiment essayer de recréer une sorte de généalogie de d'où vient cette notion, l'idée de considérer des ensembles, des sites, et non plus, encore une fois, ces objets célibataires que seraient les monuments historiques. Alors, comme souvent, le patrimoine fait réaction aux destructions. Ça a bien été montré pour la période révolutionnaire. Pour le patrimoine urbain, si ce n'est pas à proprement parler sa date de naissance, on peut quand même considérer que ce sont les réactions aux travaux de modernisation et d'hygiénisme du XIXe siècle, si vous voulez, à l'haussmannisme, qui créent cette conscience, cette sensibilité à quelque chose d'assez vaste. Je vous ai mis un extrait de Robert de la Ciserane. Robert de la Ciserane, c'est le traducteur français de Ruskin. Et ce n'est pas anodin parce que c'est quelque chose qui vient beaucoup des débats britanniques et de l'ambiance ruskinienne. Et qui se mobilise avec tout un front international pour sauver à Florence. Il y a des grands travaux de modernisation. On massacre une bonne partie du centre de Florence. Mais on veut continuer et on dit, mais là, on va détruire aucun monument cette fois-ci. Mais là, l'argument est tout autre. On dit qu'au fond, le charme, ce qui fait de Florence une ville d'art, on parle d'atmosphère esthétique, ce ne sont pas ces monuments, mais c'est ces rues, ces marchés, les gens qui le traversent, etc. Donc notre idée, c'était un petit peu de comprendre d'où vient ce débat, d'où vient cette sensibilité. Donc voilà, je pourrais aller très loin, mais je vais essayer de rester circonscrit, et comment aussi ça se traduit dans une forme d'urbanisme. Je vous ai opposé là 2 lectures, Le Corbusier et Camillo Sitte, qui est un grand écrivain, architecte, un viennois, qui propose justement une sorte d'anti-haussmannisme en étudiant les places antiques comme modèle, la courbe, l'accident, l'irrégularité et autres. Et Le Corbusier dit « J'y ai un peu cédé quand j'étais jeune, mais c'est vraiment le chemin des ânes, c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire. » Or, en architecture, en urbanisme, l'historiographie moderniste a été tellement puissante que la lecture a un peu écrasé tout le reste. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est aussi reconstruire cette idée qu'il y a eu des architectes qui, tout au long du XXe siècle, en marge du modernisme, ont quand même toujours pensé l'existant, pensé le passé, l'histoire dans leurs projets.
voilà, c'est une sorte de vaste projet à la fois hein, où on croise cette idée d'un patrimoine à l'échelle urbaine, plutôt comme histoire des représentations, des luttes et des transferts, parce que c'est quelque chose qui vient beaucoup d'Angleterre, mais aussi de Belgique, d'Italie. Et puis à reconstruire aussi une histoire de l'urbanisme qui soit vraiment complètement libérée du récit triomphal hein, du modernisme, qui a eu un pot assez dur, notamment dans les écoles d'architecture. Voilà, je vous ai mis juste des exemples. Donc, nous, on a eu la chance d'avoir un financement de la MSH qui nous a permis de nous lancer. On travaillait avec l'ENSA à Nantes et d'autres. Et à partir de là, donc, on a fait un vaste groupe. On essaie de voir ça à partir d'angles thématiques, parce qu'en fait, on peut l'aborder sous plein de façons différentes. Le transfert des idées d'un pays à l'autre. On a eu aussi toute une séance autour de l'expérimentation en contexte colonial, notamment autour du travail d'Henri Prost au Maroc, le rapport à la Médina, etc., où vraiment on a quelque chose qui va se faire par des grands architectes qui vont ensuite projeter Paris et autres, mais qui vont d'abord faire leurs armes, entre guillemets, dans des terrains coloniaux, et j'arrive à ma dernière image, vous voyez, on a eu des choses sur la circulation. Là, on pourrait croire que justement, là, on a détruit la ville, les réseaux, les infrastructures de circulation, ça a aussi été des enjeux où on a pensé, regardé, archivé, parfois, cartographier l'existant. Et puis, pour faire aussi un lien avec le point de départ, on a eu toute une question sur l'environnement, parce qu'il y a des débats et des mobilisations dès le 19e siècle autour de la nature, parfois d'un arbre uniquement, ou d'un ensemble en ville. Voilà, on a eu la chance d'avoir Emiliane Pépi, qui a écrit un très beau livre avec Charles-François Mathis, qui venait nous parler justement de cette question de la nature en ville lors d'un séminaire. On a pu voir que la place justement du musée d'Orsay était liée aussi à des arbres des Invalides qu'on avait voulu protéger. Enfin, donc il y a ces débats, hein. Oui, ça a beaucoup de ramifications qui servent les acteurs du patrimoine et de l'urbanisme actuel, hein, mais qui nous permettent de donner une généalogie plus profonde. Très bien, merci beaucoup également pour cette... on peut applaudir aussi maintenant, puisque... Voilà. Et puis, je laisse la parole donc, à Élodie Salin donc, pour nous parler de ce projet Murus. Merci beaucoup, merci pour vos interventions. Tout fait écho en fait dans cette table ronde. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui est un petit peu plus appliqué et qui est une expérimentation de recherche. Alors, ça prend... le cadre de cette recherche, c'est le programme Murus, Murailles à l'UNESCO et Société, qui en fait comparait 3 villes. Donc moi, je suis géographe de l'Université du Mans. J'ai porté ce projet avec une historienne, Estelle Bertrand, de l'Université du Mans aussi. Et on est pas mal de représentants de la ville du Mans à cette journée. Et justement, en fait, la ville du Mans est candidate. En fait, l'enceinte romaine de la ville du Mans est candidate à l'UNESCO. Donc tout est parti de là. Et on a décidé ensuite de comparer avec 2 autres villes. Rome, évidemment, ville-mère, qui a son enceinte qui est classée à l'UNESCO, enfin qui est inscrite à l'UNESCO avec la ville. Donc c'est une sorte de package dès les années 80. Et la ville de Lugo, qui a son enceinte romaine qui a été inscrite à l'UNESCO dans les années 2000. Donc c'est un programme qui a été, comme ça a été rappelé, financé par la MSH et qui a donc démarré en 2023 jusqu'en 2024, donc un petit programme. Et notre idée derrière, c'était on a répondu à l'appel enjeux sociétaux et l'idée, c'était de faire participer les habitants, de faire participer les étudiants, de faire participer les visiteurs. Donc, c'est ça que je vais vous présenter maintenant et j'ai intitulé cette présentation « Cartographier les expériences, pratiques, perceptions et imaginaires des enceintes ». Et je prends l'exemple du Mans et de Rome, puisque c'est les 2 villes où on a fait ces ateliers participatifs. Alors cette recherche, elle est pluridisciplinaire, comme je vous l'ai dit. Il y avait des historiens, des géographes. C'est pour ça qu'on a aussi fait des cartes et qu'on s'est beaucoup appuyé sur la cartographie, mais aussi des anthropologues, des architectes, notamment à Rome. Et Thomas, Vincent ont participé aussi à ce programme. Donc on était sur plusieurs sites. C'est une recherche-action.
dans le sens où on était là pour répondre aussi à une demande de la municipalité du Mans et de son comité scientifique qui s'est constitué pour accompagner la candidature UNESCO. Et donc, voilà, est-ce que ça va aboutir? Est-ce que ça ne va pas aboutir? Quels sont les enjeux? Quelles sont les stratégies à mettre en place? Et parmi les stratégies à mettre en place, on a identifié le fait de faire participer, de co-construire la candidature. Et notre objectif, c'était de voir justement comment l'enceinte, elle était appropriée par les habitants. Et pour ce faire, on a donc mis en place des jeux sérieux. Donc, vous le voyez ici. Alors, on le voit sur les deux slides, peut-être celle d'avant aussi. Le jeu sérieux, en fait, donc c'est tout un courant qu'on appelle les serious games, où on met autour d'une table des habitants, des volontaires. Alors, il y a des petits soucis parce que parfois, on a du mal à faire venir les gens. Donc, nous, on a aussi utilisé des publics captifs, c'est-à-dire nos étudiants. Ça marche beaucoup mieux. Et on a fait des tables rondes. Donc, on en a fait 5 au Mans avec des habitants et avec des étudiants. On voit quelques photos ici. Et on en a fait 3 à Rome. Et on leur a posé un certain nombre de questions, donc sous forme ludique, en demandant quelles étaient. Alors, il y avait tout un tas de questions. Par exemple, voici une affiche qui disait venez partager vos souvenirs et vos photos de la muraille du Mans. Et l'idée, c'était de partager des souvenirs, voire des tableaux, des cartes postales. Normalement, ça aurait été des souvenirs personnels, donc les photos auraient été les bienvenues. On en a eu assez peu. Et l'idée, c'était de les mettre ensuite dans une frise collaborative que l'on a, puisqu'on a un site internet qui se trouve hébergé sur le site de l'université, que vous pouvez aller voir. Et cette frise, en fait, aurait pu avoir des témoignages venus des habitants. Donc on leur a posé un certain nombre de questions pour essayer de ressentir leur imaginaire, leur perception, et aller vers une carte émotionnelle, sensible, mais aussi une carte qui va reprendre les pratiques de la ville. Donc là, par exemple, on a une carte de la ville du Mans, donc la cité Plantagenet, et qui retrace les itinéraires les plus parcourus par les habitudes de circulation des gens qui ont participé. Donc on avait une 60aine pour Le Mans et une 100aine pour Rome. Je vais vous présenter que les cartes du Mans. Donc là, vous avez un atelier à Rome auprès d'une association de défense de la muraille aurélienne. Donc pareil, on a un plateau de jeu qui représente la ville de Rome et il y avait des personnes âgées, beaucoup de personnes âgées, pas que, mais qui étaient hyper contentes de venir nous raconter leurs souvenirs, leurs actions, leur manière de s'approprier l'enceinte. Donc vous voyez cette petite dame qui nous montre des illuminations. Alors par exemple, il y a des cinémas en plein air qui sont mis en place par l'association. Il y a des marches qui regroupent énormément de monde. C'est ce qu'on voit sur le deuxième. Alors ils nous ont beaucoup montré des photos avec leur smartphone pour illustrer. Et à chaque fois, ils collaient des gommettes pour mettre les lieux de ce qu'ils nous racontaient. Il y avait un scripteur. Il y aura peut-être des questions sur la manière dont on construit un jeu sérieux, parce que chaque jeu sérieux a été construit pour l'occasion avec un public adapté. On l'a fait aussi avec des étudiants de l'université La Sapienza à Rome, qui étaient des Erasmus. Donc ils connaissaient assez peu l'enceinte, mais ils l'ont quand même pratiquée. On a vu par exemple une partie de l'enceinte romaine qui était peu appropriée, enfin la plupart de l'enceinte romaine est peu appropriée à Rome puisqu'elle est loin des hauts lieux touristiques, mais il y a des portions qui sont près de la gare Termini, pour ceux qui connaissent Rome, qui sont fréquentées par les étudiants parce qu'il y a des bars derrière, par exemple, tout simplement, et qui sont en même temps dangereux. Et par exemple, il y a une question très clairement de genre où les filles avaient peur d'aller dans ces zones-là. Donc les cartographies qu'on va sortir à partir de ces plateaux de jeu vont donner des cartographies. Et là, on est au train de mettre en place justement, de construire un ouvrage qui est qui résume notre recherche Murus. Et il y aura des cartes de Rome qui montreront justement ces lieux évités, ces lieux appropriés. Et c'est ce qu'on a voulu mettre vraiment en place et qui pourrait être une aide à la décision
pour les pouvoirs publics. Alors Rome, peut-être pas, hein, puisqu'on est quand même une petite équipe de recherche, mais pour le Mans, je pense beaucoup plus. Donc là, vous avez un exemple de carte qu'on a fait au Mans avec les lieux préférés des personnes qui ont été interrogées. Donc on retrouve, alors vous connaissez pas forcément tous le Mans, mais on retrouve certains au lieu de l'enceinte. On retrouve évidemment les points où on voit des panoramas, on retrouve des jardins. Donc tout ça, ça forme une sorte de géographie émotionnelle et sensible qui se superpose finalement à une cartographie patrimoniale un peu plus classique. Et ce qu'on voit aussi, et on va le voir avec la dernière slide, c'est qu'on a construit grâce à ces verbatims qu'on a eus dans les 5 ateliers du Mans, une carte sensible. Donc c'est une carte qui a été construite par une géographe, Charlotte Buron-Debignet, et une graphiste qui a permis de... alors ça fait penser à ce petit... ce qu'on a eu, la thèse dessinée. Grâce à cette carte sensible, dont on n'a pas trouvé d'utilité encore en lien avec la municipalité du Mans, mais qui pourrait par exemple être des sets de table pour les restaurants, on a 3 personnages qui traversent l'enceinte et qui disent des choses à la fois du discours autorisé, c'est-à-dire du discours patrimonial, mais aussi des choses qui sont un peu moins, voilà, là c'est vide, ou alors ça vaut le détour, ou alors c'est pas très animé, ou alors voilà, c'est la Tour Eiffel. Alors ça concerne pas que l'enceinte, puisque les gens parcourent l'ensemble de la ville. On a retourné aussi la perspective par rapport à la perspective classique, Franck Millot pourra nous en parler, dont on représentait la ville du Mans de manière classique pour la carte touristique. Et donc voilà les applications en fait, qu'on pourrait avoir sur ces ateliers, ces cartes participatives et cette cartographie des émotions et des expériences. Très bien, merci beaucoup à vous 3 pour ces présentations très riches. On n'a pas beaucoup de temps, donc en fait, je pense que je vais vous laisser la parole pour poser des questions, mais simplement auparavant faire une petite remarque, puisque vos 3 communications se recoupent hein, très, très largement, et on voit bien comment aussi... la dimension historique de l'étude de ces questions est fondamentale, parce qu'il y a effectivement ce double mouvement. Un premier mouvement d'une prise en compte dans les projets d'urbanisme, une prise en compte croissance, non pas seulement du bâtiment en tant que tel, mais de l'histoire de ce bâtiment, du passé de ce bâtiment, de ses usages aussi dans le passé, une prise en compte du lieu aussi, et pas seulement du bâtiment, mais de l'ensemble du lieu qui l'entoure. Ça, on en parlait déjà aussi ce matin. Et puis un deuxième mouvement qui consiste à impliquer de plus en plus les habitants hein, dans le processus. Ça me paraît tout à fait essentiel, cette compréhension que les habitants se sont appropriés déjà les bâtiments et le lieu depuis longtemps, et qu'ils font partie finalement de l'ensemble, et qu'on ne peut pas évidemment décider d'une reconversion par en haut sans tenir compte de l'action, enfin de ce que vivent les gens qui habitent le lieu et qui en font partie pleinement. Alors, moi je pense que le plus simple c'est de vous laisser la parole, parce qu'il nous reste 6-7 minutes, pas plus. Donc si vous souhaitez poser des questions, allez-y. Bonjour, je me présente Manuel Fernandez, je fais partie de l'association Nantes Renaissance. Je souhaitais juste un petit complément à ce qu'avait dit Monsieur Renard sur les dispositions qu'on peut prendre pour intégrer le patrimoine urbain courant, mais aussi l'urbanisme patrimonial. Le patrimoine urbain courant à Nantes, bon, bien sûr, il y a le SPR, hein, donc ex-secteur sauvegardé, mais ce SPR, il a été complété au niveau du plume par l'indication de patrimoine remarquable, petit patrimoine à conserver ou des ensembles remarquables. Donc, au-delà de la réglementation SPR, il y a le plume a été étendu pour protéger certains patrimoines. Pas une protection aussi forte, mais une protection quand même. Deuxième point, sur la conception des espaces publics. On l'a fait à Nantes, on intègre parfois un historien dans l'équipe de conception. On l'a fait sur la route de Vannes, on le fait sur certains espaces.
Donc c'est une potentialité que l'on a qui permet de prendre en compte l'histoire du lieu dans la ville et dans ses pratiques. Et dernier point, sur la ville de Nantes, sur le SPR, la ville de Nantes demande un diagnostic patrimonial lorsqu'il y a des travaux sur un bâtiment. Diagnostic patrimonial qui permet de retracer un peu l'histoire du bâtiment, de sa construction, de ses évolutions et de ses occupations. Je ne prends pas plus. Oui, je ne sais pas si ça appelle vraiment une réponse. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous, notre regard va plutôt vers l'histoire et le passé, l'origine de tout cela. Vous avez tout à fait raison. Si, pour ceux que ça intéresse, il y a eu un ANR monté avec un collègue d'Angers et un géographe de Paris sur les PLU patrimoniaux. Donc effectivement, les villes peuvent vraiment s'emparer de l'élément patrimonial dans les documents d'urbanisme. Alors nous on a un plume, à Paris ils ont un plume, un PLU bioclimatique, mais quand même il y a des villes qui ont vraiment choisi d'avoir un volet patrimonial au-delà de ce qui est demandé, ce qui est des pièces nécessaires demandées par la loi. Alors, c'est pas vraiment une question. Clémence Lecor, j'ai participé aux ateliers pour la ville du Mans, pour l'enceinte romaine. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, surtout pour le Mans, de différencier l'enceinte romaine et la vieille ville. Et je voulais savoir comment est-ce que ça pouvait, dans votre étude, se différencier justement. Alors, il y a des questions qui concernaient uniquement l'enceinte romaine dans les ateliers, si vous vous souvenez. Et c'est comme ça qu'en fait, on tire en fait les verbatim et de certaines réponses, on en tire des enseignements pour l'enceinte romaine. Mais évidemment, les ateliers vont nous renseigner sur la ville dans son ensemble. On ne peut pas séparer l'enceinte du reste de la ville. Et évidemment, on va traiter, vous l'avez vu d'ailleurs sur la carte sensible, voilà l'ensemble en fait, hein, et l'enceinte et la ville. Donc ça, c'est un peu la spécialité de Thomas, mais c'est vrai que l'idée, c'est pas de traiter uniquement du monument historique enceinte romaine, mais de voir un petit peu comment il s'insère, comment il s'inscrit dans la ville. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos présentations. Madame Leroux, vous nous avez dit que vous n'aviez pas le temps de parler de la protection des domaines nationaux. Qu'est-ce que ça apporte de plus, en fait, à la protection patrimoniale? En fait, c'est vraiment quelque chose une réforme importante à mon sens, qui est passée sans doute inaperçue, mais en fait, moi je travaille sur la propriété publique et la protection de la propriété publique la plus importante, c'est celle qui est accordée au domaine public. À l'intérieur de la propriété publique, il y a une sous-catégorie domaine public qui est la plus protégée. Et en fait, la domanialité publique, on y accède, les biens y accèdent lorsqu'ils sont soit affectés à l'utilité publique, donc soit affectés directement au public, soit au service public. Et en fait, le fait qu'un bien, je parle pour les biens immobiliers, est un aspect, soit un patrimoine pour des raisons historiques, culturelles, etc., ne va pas lui apporter, d'office le faire rentrer dans le domaine public. Il faut par ailleurs qu'il y ait une affectation à l'utilité publique. Ce qui fait que je mets à part les protections monuments historiques, au titre de la propriété publique. Les biens sont protégés non pas parce que c'est un patrimoine culturel, mais parce que ça dépend de l'usage que l'on fait. Donc en fait, l'administration peut décider de désaffecter un bien parce qu'il ne sert plus à l'usage, au service public, quel qu'il soit, santé, enseignement, etc. Et dans ce cas-là, la domanialité publique tombe. Et en fait, là, les domaines nationaux, ce qui est très intéressant, donc ça a été créé par la loi de 2016, Liberté de création, architecture et patrimoine. Et ces domaines nationaux, aujourd'hui, on est à 21, puisqu'ils sont désignés par décret en Conseil d'État. Et en fait, ils sont protégés. Et il y a des protections qui ressemblent énormément à la domanialité publique, c'est très proche, parce que en raison de la mémoire qu'ils représentent, de la mémoire de la nation.
donc de leur aspect historique. Donc j'ai la liste des 21, mais il y a Versailles, Chambord, etc. Enfin, beaucoup à Paris ou en région parisienne et quelques-uns aussi voilà. Donc en fait, c'est la distinction qui est faite entre l'utilité publique et l'intérêt patrimonial qui va, d'un point de vue du droit de la propriété publique, justifier la protection désormais. Bien, merci pour vos questions. Merci encore à nos 3 intervenants. On peut applaudir une dernière fois.